Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bativerse, le podcast du numérique et de la construction. Aujourd'hui, on se retrouve sur le parvis de la gare de Nancy pour vous parler de la stratoconception bois. Derrière moi se situe le pavillon Les Rameaux qui a été construit spécialement pour les Jeux Olympiques de Paris. Pour parler de tout ça, on reçoit Anouar Nelaoui, il est architecte diplômé d'État, doctorant au LERMAB et au laboratoire MAPCRE à l'école d'architecture de Nancy. Il travaille sur un sujet fascinant, la stratoconception bois, un mélange de fabrication additive et de conception numérique. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux en tapant BIM Service dans la barre de recherche. On se retrouve tout de suite avec Anouar. Avant de parler de la stratoconception bois, si tu pouvais résumer ton parcours en une minute, comment t'es arrivé à travailler sur ce projet? Alors, pour commencer, moi, j'ai fait mes études d'architecture à l'école d'architecture de Nancy et j'ai poursuivi ces études-là par un master conception de produits à l'ENSIC à Saint-Dié-des-Vosges. Euh, dont le master a été réalisé au laboratoire MAPCRE de l'école d'architecture de Nancy. Et en fait, il y avait un alignement de planètes parce que j'arrivais au pile moment où le projet Stratobois a démarré. Et j'ai fait mon stage du coup sur la stratoconception et l'architecture non standard en bois, sous la D'accord. direction de Victor Fréchard qui venait de commencer sa thèse. Et ta première rencontre avec la fabrication additive, tu t'en souviens? Alors, la fabrication additive, c'est la première fois où j'ai entendu cette notion. C'était il n'y a pas très longtemps, parce que il faut savoir que le français n'est pas ma langue maternelle. Oui. Mais j'ai appris ce mot pendant le master conception de produits. En fait, je n'avais pas du tout compris que c'était ça la fabrication additive, et je n'avais pas compris que c'était l'impression 3D. Pendant nos études, on a appris que la fabrication additive, c'était purement de l'impression 3D. Mais si on focalise pas que sur les mots fabrication et additive, moi je vais déjà bosser avec des imprimantes 3D. J'ai monté ma propre imprimante 3D chez moi et j'ai bossé sur pas mal de projets à l'école d'archi sur des imprimantes 3D. Donc pas forcément sur le master là en particulier, mais vraiment pendant ta période d'études en architecture. Exactement, exactement. J'ai une dernière question qui te concerne. Je voulais un peu que tu nous expliques en quelques mots ce que tu fais concrètement dans ta vie, dans la vie de tous les jours, Dans à la l'école recherche, d'architecture, dans la recherche, oui, dans la voilà. thèse. Vraiment pour comprendre un peu ton boulot. C'est intéressant comme question parce que on fait beaucoup de choses déjà dans une thèse. En tant qu'architecte aussi, on fait pas mal de choses. Et en tant que quelqu'un qui travaille sur la fabrication additive, il y a toujours des nouveautés aujourd'hui. Donc je suis un peu entre tout ça, donc entre la lecture, le prototypage, les réunions qui ont lieu au CIRTES à Saint-Dié-des-Vosges ou à l'ENSTIB à Épinal. Donc il y a des déplacements, il y a des prototypes, il y avait surtout aussi une période de la construction du pavillon. Oui, On en parlera tout à l'heure. oui. Donc c'était une super expérience qui mixe tout, qui mixe la casquette architecte du chantier, architecte dessinateur, architecte concepteur, architecte enseignant, architecte lecteur. Maintenant, pour parler plus en détail de la stratoconception bois, est-ce que tu peux nous expliquer les origines, la genèse du projet? Alors le projet Stratobois, c'est un projet qui a démarré en 2022 suite à un appel d'offres par BPI France, auquel ont répondu du coup 5 partenaires, l'école d'architecture de Nancy et l'ENSTIB, donc du coup 2 laboratoires de recherche dans les 2 écoles et 3 industriels, donc le CIRTES à Saint-Dié-des-Vosges, Weissrock aussi à Saint-Dié-des-Vosges et Charpenteau pareil du coup à Sainte-Marguerite. Donc du coup pour
répondre à cette question de l'intérêt de la stratoconception dans le développement d'une architecture non standard en bois. D'accord. La stratoconception jusqu'au début du projet Stratobois était un outil de prototypage, de fabrication directe, création de moules. Le CIRTES, donc du coup, qui a breveté ce procédé, cette technologie dans les années 90, a travaillé avec par exemple Baccarat, Dome, avec des fabricants automobiles pour ces domaines-là dans le monde aéronautique, automobile et de la création d'œuvres d'art. Et le projet Stratobois a comme ambition de déjà tester ce que peut apporter la stratoconception dans ce domaine d'architecture non standard en bois, avec les intérêts de la fabrication additive et tout ce que elle peut apporter à ce marché qui connaît pas, qui n'a pas encore d'avancée là-dessus. Donc on essaye de récupérer le savoir-faire d'une technologie qui a servi au monde automobile, industriel, aéronautique, œuvres d'art et fabrication directe vers la construction non standard en bois. Ok, donc vous transposez en réalité ce qui se fait déjà dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de la construction. Exactement. Si tu devais résumer en quelques mots simples, si tu devais définir facilement ce qu'est la stratoconception, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, il y a toujours une définition scientifique à la stratoconception, mais avant de parler de la définition scientifique, moi j'ai une autre définition que je me permets de peut-être de partager avec vous. Ta propre définition? Oui, en fait, c'est un moyen de découper n'importe quel problème en petits morceaux et attaquer chaque petit morceau pour résoudre le gros problème à la fin. Donc du coup, on revient à la stratoconception, donc à la définition, à la définition scientifique de la stratoconception, qui est un procédé de fabrication additive et soustractif, parce qu'il y a de l'usinage, qui permet de trancher n'importe quelle forme, quelle que soit sa complexité et sa topologie, que ce soit évidé ou pas. Donc trancher en tranches dont l'épaisseur dépend du panneau qu'on va utiliser. Ces tranches-là, qu'on appelle strates, donc d'où le mot stratoconception, vont être mises en panoplie, donc distribuées, comme vous voyez sur l'écran, sur le panneau dont l'épaisseur du coup est connue depuis le début parce que c'est ce qui va donner l'épaisseur à la tranche. Donc ça va être mis en panoplie dans le panneau et ensuite le logiciel il va venir calculer le parcours d'outils, donc qui va permettre à l'outil, à la fraiseuse numérique de passer et usiner le bois pour libérer les strates et obtenir la forme finale que vous voyez à droite. Ok, donc en gros, tu décomposes un objet en couches, un peu comme un millefeuille, et ensuite tu les assembles pour reconstruire la pièce en bois. Exactement. D'accord. Ok. Et la stratoconception bois, elle se distingue comment elle se distingue des autres techniques d'impression 3D qu'on connaît? Parce que moi, je connais par exemple l'impression en plastique ou en béton, hein, mais en Oui. tout cas en bois, je connaissais pas du tout. Alors, il faut savoir que la stratoconception, c'est une fabrication additive solide-solide. Donc, en fait, on passe pas par différentes phases pour obtenir la forme finale, comme le dépôt de fil chaud Oui. pour l'impression 3D classique en PLA ou ABS etc. Donc, en fait, on part du matériau solide, on va l'usiner et ensuite on va assembler les tranches obtenues pour du coup obtenir la forme finale
D'où du coup la fabrication additive, parce qu'on part toujours de couches Oui. qui vont composer la géométrie finale. Il faut savoir que quand on dit impression 3D bois, souvent c'est des matériaux qui sont plein de résine. Donc en fait on a quasiment peut-être 10 à 15% de bois, de particules de bois ou de poussière bois. Et ensuite, le reste, c'est de la résine qui va fondre et sortir de la buse d'impression 3D. Et ce, Alors peu importe les essences de bois que vous choisissez? Pardon? Et ce, peu importe les essences de bois que vous choisissez? Non, non, là, je parle de l'impression 3D qu'on connaît tous là. Ah, en Je pense plastique? en plastique, ouais. Oui, ok, Parce ok, qu'il pardon. il existe des filaments euh, qui sont appelés filaments bois, mais c'est pas Oui. vraiment du bois, c'est de la résine. Alors que stratoconception, on part de panneaux standardisés solides. Un panneau contreplaqué, par exemple, on sait qu'il est bourré de colle parce que voilà, les plis sont quand même collés. Oui. Mais on est largement supérieur en termes de bois stocké dans la matière par rapport à une impression 3D des pots de fil chaud classiques. D'accord. Et la Et particularité de la stratoconception pour le monde de la construction, c'est qu'en fabrication additive, les machines sont toujours limitées à 1 m3. En général, la plus grosse imprimante 3D type FDM, on est limité à 1 m3. Mais en stratoconception, on peut partir sur des fraiseuses et des centres d'usinage de très grande dimension qui vont jusqu'à 40 mètres, 30 mètres. Chez Weissrock et chez Charpentous, ils ont des machines qui font des poutres jusqu'à 30 mètres, qui passent dans le centre d'usinage 3 axes et 5 axes. et vous, en interne, vous avez quoi comme machine? Alors, ici, à l'école d'architecture, on a une petite fraiseuse 3 axes. D'ailleurs, c'est une machine purement stratoconception qui a été réalisée par le CIRTES et qu'on a obtenue au début du projet Stratobois. Mais du coup, ouais, c'est une fraiseuse 3 axes qui permet de piloter, de réaliser des portes stratoconception de A à Z. D'accord. Et vous avez utilisé d'autres machines, je suppose, pour faire le pavillon, les rameaux? Exactement. Ok. Des Exactement. machines qui sont beaucoup plus conséquentes, justement. Ouais, on les a pas, on n'a pas fait les nœuds du pavillon ici. Par contre, on va dire la jeunesse du pavillon ou des nœuds, ça, c'est sorti ici, D'accord. du laboratoire. On a En termes sorti de les premiers, conception. en termes de conception et de prototypage, ça s'est sorti ici au laboratoire MapCray avec Ok. une machine stratoconception et une autre CNC aussi qu'on a qui est apportée qui est utilisée par les étudiants, mais c'est une CNC un peu moins puissante, c'est pas une CNC industrielle, mais qui nous a permis quand même de valider des principes et des concepts qui nous ont permis d'aller plus loin pour le pavillon et lancer une fabrication industrielle chez les partenaires. Ok. D'accord. Et pour finir la partie sur la stratoconception bois, techniquement, comment on passe d'une forme numérique à une pièce réelle en bois? Quelles sont les étapes? Si on comprend bien comment ça marche, c'est pas très très compliqué. C'est juste des langages, d'un dialogue un- entre une forme géométrique CAO, ensuite un logiciel qu'on appelle FAO, donc du coup les logiciels de fabrication assistée par ordinateur, comme CAO conception assistée par ordinateur, il y a la phase fabrication assistée par ordinateur qui va reprendre ces formes-là et qui va les traduire en fichier G-code. Un fichier G-code, c'est un fichier qui sera lisible par un post-processeur de la machine et qui va traduire des coordonnées en tension et en voltage pour les moteurs X, Y, Z.
Et voilà, c'est juste des algorithmes qui sont optimisés et qui vont gérer la vitesse. Nous aussi, en tant que opérateur machine, quand on pilote une machine, il faut aussi faire gaffe à la vitesse d'avance d'un outil d'usinage, les fréquences de rotation. Si on fait pas gaffe à ça, en fait, on va sur des vitesses de jusqu'à 20 000 tours par minute. On est en contact avec le bois, donc si on fait pas gaffe à ces paramètres-là, avec les règles de l'art assez connues dans l'ingénierie, on risque parfois de brûler, de faire un départ d'incendie ou de perdre la pièce à la fin de l'usinage. Donc voilà, tous ces paramètres-là, vitesse, les coordonnées de la forme, donc du coup passent par le G-code et c'est le G-code qui va piloter la machine en toute sécurité et avec une très grande précision. On va parler maintenant du pavillon Les Rameaux. Mhm. Comme on a vu en introduction, c'est un pavillon qui est assez incroyable. C'est une œuvre qui est entièrement réalisée en bois, assez légère, mais derrière, il y a une vraie complexité technique. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet? Alors, euh, le pavillon Archifolie est le petit bébé du projet Archifolie. Le projet Archifolie, c'est un projet qui a été lancé par le ministère de la Culture pour les JO de Paris 2024, où toutes les écoles d'architecture de France devaient construire un pavillon sur le parc de la Villette, en travaillant avec une association sportive. Et nous, l'école d'architecture de Nancy, on a travaillé avec la fédération d'aviron, la FFA. Et donc du coup, le contexte du projet, c'était ça, c'était de construire un pavillon éphémère sur le parc de la Villette qui va raconter et exposer le sport d'aviron. Et D'accord. Et c'était pas forcément, pardon, c'était pas forcément une construction en bois. Ça pouvait être aussi en alu, en béton ou peu importe. En réalité, c'est vous qui avez choisi le bois. Il n'y avait pas il y euh, avait pas de matérialité imposée ou de technique imposée. il y avait quand même le mot-clé éphémère et en fait, c'était aussi une exposition des matériaux environnementalement, on va dire, corrects pour c'était aussi un exercice pour les étudiants, c'était pas aux enseignants de réaliser ces pavillons-là. Donc, ouais, il y avait une démarche un peu environnementale Ok. et écologique pour voilà mettre un peu l'accent sur ces notions-là de architecture bioclimatique, biosourcée, etc. Mais il y avait quelques pavillons qui ont été construits quand même avec d'autres matériaux que le bois ou par exemple la paille, etc. Ok. Une des raisons pour lesquelles j'ai dit que c'était un alignement de planètes, la thèse et cette opportunité que moi j'ai eue au laboratoire MapCré, c'est qu'il y avait cette volonté de euh, faire travailler l'équipe de recherche avec l'école d'architecture de Nancy, donc le laboratoire MapCré avec du coup l'enseignement qui va s'occuper de réaliser ce pavillon à l'école d'architecture de Nancy. Et donc du coup on a travaillé en synergie. Donc du coup on a injecté des idées R&D dans ce pavillon. Et c'était une expérience très 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 intéressante à la fois pour les étudiants, pour les enseignants, pour les chercheurs et pour toute la communauté de l'école, parce que ça a permis de travailler un projet concret de A à Z, donc qui démarre donc avec les premières esquisses par les étudiants et qui du coup qui évolue en se dialoguant avec les partenaires industriels, donc les partenaires de Stratobois, qui ont eux aussi accepté ce défi et qui voulaient travailler avec l'école d'architecture de Nancy pour voir jusqu'où on peut aller en stratoconception. Et c'était vraiment un projet collectif entre tout le monde. À un moment donné, c'était presque impossible, c'était une mission impossible, parce qu'il y avait quand même
On avait un cahier des charges un peu poussé. On a démarré par une esquisse un peu simple et ensuite on s'est permis d'aller un peu plus loin, surtout avec l'aide de la conception paramétrique, donc avec des outils Ouais. comme Rhino et Grasshopper qui ont permis d'automatiser des centaines de tâches qui étaient impossibles à réaliser dans le peu de temps qu'on avait. Qui a permis aussi du coup de gérer les différentes propositions des étudiants, des équipes, des idées qui sortaient à droite et à gauche jusqu'à du coup la dernière esquisse. Donc du coup on va dire le dessin final qui était prêt à la fabrication. Il y avait aussi un autre projet qui sortait, un autre projet R&D du coup qui a été intégré dans le pavillon. C'était dans le cadre de la thèse de Maxence Toubossé, qui travaille sur le réemploi du bois. Et en fait, ça nous a permis de rajouter une deuxième couche de complexité, on va dire, mais qui était très très enrichissante, parce que en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur le pavillon, il y a les poteaux Oui. centraux qui sont réalisés en bois un peu plus ancien que les poteaux d'extrémité. Oui, oui, c'est vrai qu'on remarque sur le pavillon que les poteaux sont assez anciens. Oui, c'est surtout les poteaux centraux. On en a 23 ou 24 poteaux, donc du coup, qui sont sur l'esquif du centre du pavillon, qui sont réalisés ou qui sont issus des pannes de la charpente de l'église de Sainte-Marguerite qui a été démolie. Et en fait, on a récupéré ces pannes-là, on les a triées, on les a nettoyées et on les a intégrées dans notre conception. Et ça, D'accord, donc c'était aussi voilà, un deuxième projet de R&D injecté par le laboratoire. ouais, parce que vous avez fait seulement les connecteurs en stratoconception bois Non, et non, ah, il y a plus, ah, il y a ah, plus. d'accord, je croyais qu'il y Non, avait seulement les on connecteurs. arrive. Ouais, on arrive. En fait, je voulais parler du pavillon voilà, en deux parties. Il y avait du coup la phase conception architecturale du pavillon qui répond à une scénographie qui a été réalisée par une équipe d'ailleurs euh, qui a été dirigée par Béatrice Laville, qui a travaillé sur la scénographie et la mise en scène de l'exposition. Donc en fait, on a travaillé en, euh, à deux ateliers, donc à l'atelier conception du pavillon et atelier scénographie. Et c'était aussi hyper intéressant parce que c'était quand même deux cahiers des charges, on va dire complémentaires, mais parfois contradictoires, parce que structurellement il y avait des choses qui tenaient pas, parce qu'il y avait par exemple la surface qui était limitée à 110 mètres carrés par pavillon. Donc voilà, on était en négociation continue tout au long du semestre. D'ailleurs, c'était aussi un fruit de 3 semestres de travail parce qu'il y avait plusieurs itérations jusqu'à mai 2024. Et en fait, voilà, je voulais parler de la conception en tant que dessin architectural, mais qui a été du coup euh, qui a démarré après avoir eu un feu vert donc du laboratoire euh, qui a réussi à générer et à gérer les nœuds et qui a eu le feu vert du CERTES qu'on pourra fabriquer les nœuds avec telle complexité, avec tel nombre de branches, avec telle finition. Et une fois on a eu ça, donc voilà, euh, on s'est lancé dans la finalisation du dernier fichier et on a généré 55 nœuds. Donc au début il y avait 240, 250 même, et on a dû rationaliser un peu parce qu'on savait qu'un nœud ça va coûter tant d'argent, ça va prendre tant d'heures d'usinage, tant d'heures de serrage et de séchage. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça a obligé les étudiants je vais plus dire étudiants, les concepteurs, parce qu'ils ont vraiment conçu Oui, pendant toute la phase voilà, de ce projet, ils ont, ils ont conçu avec des données industrielles, euh,
concrètes et qui, voilà, ils ont vu aussi comment on fabrique un nœud, comment on stratifie, comment le logiciel il fonctionne. Donc, ils ont compris pourquoi il faut réduire le nombre de nœuds, même si il y avait des sacrifices dans l'architecture et dans le côté esthétique du produit final ou de l'objet architectural final. Mais ils ont compris pourquoi on fait ça et voilà, on est descendu à 55 et on a eu le feu vert des partenaires. Donc 55 nœuds complètement uniques, complètement différents. Il n'y a aucun nœud qui ressemble à l'autre, il n'y a pas de symétrie, il n'y a pas de copier-coller. C'est pas du tout standardisé, Non, pas du tout. c'est pas Pas du du tout tout. répétitif. Vous avez dû faire autant de fichiers qu'il y a de nœuds différents. Oui, bah encore une fois, il y avait la conception paramétrique, donc il fallait avoir une maîtrise de ces outils paramétriques qui ont permis de partir d'un concept ou d'un concept paramétrique et de le généraliser sur 55 nœuds après. C'était avec Grasshopper que vous avez fait ça? C'est grâce au Power, oui. On a développé notre propre algorithme qui génère ces nœuds-là avec tous les paramètres contrôlés. Les nœuds sont, il n'y a pas que les nœuds qui ont Oui. été réalisés en stratoconception. Ah, Il du y a coup, aussi c'était ma question justement. Moi, je pensais qu'il y avait que les nœuds qui étaient effectués, qui étaient réalisés en non. stratoconception. En fait, il y a les skiffs, comme tu dis, qui ont été aussi réalisés, ou Oui, les skiffs qui sont la base, en fait, le socle du pavillon, hein, c'est ça? exactement. En fait, c'est les poutres, c'est les poutres qui font les 4 trams. En fait, le pavillon, il est composé de 4 trams avec 5 poutres. Ouais. Et en fait, il y a donc on s'est permis d'avoir un degré de liberté dans l'axe de ces 5 poutres-là. Donc, on a bougé l'esquif de cette manière-là. Et en fait, c'était des pièces, les poutres ou les skiffs, c'était des pièces assez particulières parce que c'est elles qui dirigeaient toute la beauté et la complexité de la charpente parce que ça démarrait en bas. Bah, avec quoi on pouvait faire ce genre de complexité? Bah, la réponse c'était stratoconception aussi en bas. Et en fait, ça, c'est des pièces qui ont été réalisées, des poutres qui ont été réalisées par Weissrock, donc euh, le lamelliste vosgien, qui a du coup assuré l'usinage et le serrage, le pressage même de ces poutres-là, parce que en fait, c'est les machines qui serrent ce genre de poutres, c'est quand même on parle des tonnes et des tonnes sous des conditions d'humidité et thermique assez précises pour obtenir une forme, un produit structurellement acceptable. Et donc, du coup, c'est eux qui ont réussi à réaliser ces 5 skiffs-là. D'accord. Mais du coup, là, on nous pose toujours la question de pourquoi telle forme. Les étudiants, ils se sont inspirés du mouvement des rames. Donc là, on a les premières esquisses qui sortaient. Il y a les mouvements des rameurs. En fait, là, on le voit plutôt latéralement. Il y a toujours une vague et ce mouvement, on le voit aussi dans le plan. Donc ça a inspiré les étudiants à partir du coup Ouais, des mots-clés qui composent ce sport-là, mais en fait ils ont décidé d'inverser un peu l'ordre des choses. Donc ils sont partis ils ont inversé l'esquif, donc ce qui permet du coup d'avoir une inertie mécanique intéressante en bas pour maintenir les poteaux qui partaient dans tous les sens en suivant les courbes du mouvement des rameurs. Et ensuite, bah, tout ça tient l'eau qui est la toiture en polycarbonate. Donc il y avait, malgré toute la complexité structurelle de tout ça, on a réussi avec toute l'équipe d'intégrer une notion, je me permets de le dire, peut-être artistique. Moi, je le vois comme un objet artistique, esthétique, qui traduit d'une certaine manière
les mots-clés et les vocabulaires de ce sport. Bon, il y a une scénographie en fait qui a été mise en place pour Exactement. Oui. étroitement avec la technicité de la structure. Ok. Mais en tout cas, on le voit bien en plan, cette illustration là des rames Mm. qui, ouais, non, qui forment le pavillon. Ouais. Ok. Pourquoi la stratoconception a vraiment été indispensable pour donner vie à ce pavillon? Alors, euh, la stratoconception, c'est un procédé voilà, qui nous permet d'obtenir une forme non standard. Ça, voilà, on est d'accord sur ça. Une forme non standard, une forme complexe, 3D, géométrie à double courbure, on l'obtient. Mais on peut aussi l'obtenir avec un usinage de bras robotisés 6 axes, par exemple. On peut très bien obtenir ce genre de nœud. Par contre, euh, le plus grand intérêt de la stratoconception, c'est l'accès à l'intérieur de la matière et pouvoir évider la pièce parce qu'on a accès à la tranche, à la strate et qu'on peut évider, qu'on peut alléger. Et, on peut aussi faire passer des fonctions, on peut fonctionnaliser ces pièces-là, on peut rendre ces pièces-là plus euh, rajouter de la valeur, de, faire passer par exemple des réseaux secs humides, comme vous voyez ici sur cette image-là à l'arrière, on a la descente des eaux pluviales qui passent du coup par un nœud avant de descendre dans le poteau. Tu me parlais avant de réemploi. C'était une couche qui avait été ajoutée, qui était imposée, au moins qui était dans le cahier des charges pour la réalisation de ce pavillon. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour effectuer du recyclage du bois? Alors, comme vous savez, pour sortir les nœuds, on part de tranches qui sont usinées dans les panneaux. Il y a forcément du coup des chutes parce que le panneau ne sera pas complètement utilisé pour sortir les nœuds. Donc en fait, on aura des chutes résiduelles euh, qui sont voilà, qui sont soit jetées, soit broyées, etc. Mais en faisant les premiers prototypes, on s'est rendu compte que le déchet lui-même, il est quand même intéressant architecturalement et il garde ses caractéristiques mécaniques. Il est il est assez rigide et on s'est demandé mais pourquoi ne pas le réutiliser dans la réalisation du pavillon. Et vous Et vous l'avez voyez, réutilisé comment? Comment tu l'as réutilisé en fait? on a décidé de mettre en valeur ce déchet entre guillemets Ouais. au niveau de la toiture parce que dans la toiture, en fait, il fallait travailler sur le contreventement de la toiture pour rigidifier les barres avec le minimum de matière. Et en fait, au début, on a dessiné des panneaux qui vont voilà contreventer, créer le diaphragme. Mais du coup, en regardant les chutes des premiers prototypes, on s'est dit mais c'est peut-être ça qu'il faut mettre. Et finalement, c'est ce qui a été fait. On a valorisé ces déchets-là et on est même allé plus loin. On a demandé aux fabricants de laisser plus de marge entre les tranches parce que pour optimiser les chutes, généralement, on tasse le plus possible les strates les unes à côté des autres pour minimiser les chutes. Mais nous, vu on veut utiliser ces chutes-là en tant que pièces structurelles, non, on s'est dit, pourquoi ne pas rajouter peut-être 1 ou 2 centimètres supplémentaires? On usine les nœuds et on prend les chutes qui vont rester rigides pour contremonter la toiture. Et en plus de ça, comme vous voyez bien, ça fait aussi un jeu très intéressant d'ombre et de lumière sous le polycarbonate. Et ça nous permet, c'était hyper intéressant parce que à chaque fois qu'on nous pose la question sur le pavillon, bah, l'explication de ce que c'est la stratoconception était déjà accrochée ou était déjà posée sur la toiture et tout le monde comprenait tout de suite bah, comment ça a été réalisé. Ils avaient déjà la chute devant eux. C'était hyper intéressant aussi
pédagogique. Anouar, on arrive à la fin de cet épisode, mais avant, j'aimerais qu'on se projette un peu avec toi. Dans 10 ans, selon toi, tu serais où? Est-ce que tu continuerais à étudier ce sujet et est-ce que tu continueras à travailler sur la fabrication additive bois, sur la stratoconception bois? Oula. Intéressant. Ouais, je pense pas que je continuerai en fabrication additive uniquement, parce que j'aimerais bien aussi découvrir travailler sur d'autres procédés de fabrication et pourquoi pas d'autres matériaux. Mais moi, en tout cas, ce qui m'intéresse le plus dans toute cette expérience, c'est d'être au milieu du dialogue entre architecte et industriel. Et artisan? Et parfois ingénieur aussi, parce que c'est pas pareil. Ingénieur et industriel, c'est pas du tout pareil. Et moi, j'étais entre les trois. Souvent, j'étais parfois l'architecte, mais surtout pour le pavillon, j'étais entre les trois disciplines. Et ça, c'est très très formateur. Et je pense que si je peux continuer à apprendre comme ça, à travailler, à apprendre et à tisser les liens entre toutes ces disciplines, moi, je serais content. Et selon toi, la fabrication additive en bois, elle a un avenir? Tu penses vraiment qu'il y a d'autres projets qui vont utiliser cette méthode de fabrication et de conception? Ouais, moi, je suis optimiste. Moi, je suis optimiste parce que bah, dans nos têtes, il se passe des trucs, mais il faut les retranscrire, il faut les montrer, il faut prouver. On est en train de sortir des résultats intéressants, mais dans des laboratoires de recherche, euh, c'est que la naissance des idées. Après, il faut que ça suive dans le monde industriel et par l'offre et la demande du marché. Donc, il faut être un peu réaliste, même si ça marche sur nos écrans avec les simulations, etc. Il y a quand même une réalité du marché. Mais moi, je suis plutôt optimiste parce que euh, théoriquement, pour l'instant, je pense qu'on a quand même un très grand potentiel de la stratoconception, surtout pour le développement des parois et des poutres. Là, ça c'est deux autres éléments que je développe dans ma thèse. Surtout les parois, qui est un sujet très très vaste, très complexe, qui va regrouper le confort, que ce soit acoustique, hygrothermique, sécurité incendie, reprise des charges structurelles, euh, voilà, complexité des formes, euh, euh, fonctions architecturales, le passage des gaines. Ben, en fait, il y a voilà, ça, une paroi, ça regroupe presque la plupart des problèmes de détail en architecture. Et moi, je pense que la stratoconception a un mot à dire. J'ai pas encore sorti la conclusion, mais ça va peut-être bientôt arriver. Ok. Et pour finir, si les auditeurs de Bativerse devaient retenir une chose de ton travail, ce serait laquelle? Comment tu pourrais résumer ton travail, ta recherche? C'est de continuer à apprendre, parce que plus on apprend, plus on se rend compte qu'on sait pas grand-chose. Et notamment, C'est ça qui est magnifique. notamment sur la stratoconception bois. Sur la stratoconception et sur toutes les extensions de ce projet, que ce soit la découverte des autres disciplines, les qualités que chaque domaine et chaque discipline a et que nous, on n'a pas. Moi, à chaque fois que je découvre comment un opérateur machine il travaille, comment un ingénieur dans un bureau d'études il travaille, et on se rend compte, bah, on maîtrise pas forcément tout et il faut apprendre de plus en plus pour essayer de maîtriser ce qu'on dessine et les bâtiments dans lesquels on va vivre. Ok. Bah, merci à Noir. Merci à Anouar, au CIRTES et au MAPCRE de l'école d'architecture de Nancy de nous avoir permis de tourner cette vidéo autour de la stratoconception bois. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez retrouver les travaux d'Anouar sur son compte LinkedIn
On vous met tous les liens en description. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à Bativerse. C'était Christopher pour BIM Service, à bientôt.